Les étendues de temps dans l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre sont si vastes qu'elles sont difficiles à appréhender. Mais en divisant ce temps en ères et en périodes, comme nous le voyons sur cette spirale du temps, nous pouvons mieux saisir les événements qui ont eu lieu ici au cours des derniers quelques milliards d'années. Certains d'entre eux sont ponctués par des événements biologiques dans notre histoire de l'évolution, comme le début de la période cambrienne, avec une radiation massive de la biodiversité animale. D'autres démarcations temporelles correspondent à des événements géologiques. Par exemple, la fin de l'ère mésozoïque étant tronquée par l'arrivée d'un astéroïde. La raison pourquoi nous combinons les deux dans notre étude de l'évolution animale, c'est parce que plusieurs événements biologiques sont en fait des conséquences des événements géologiques. Donc, c'est utile de connaître votre histoire. Dans cet épisode, on va étudier les grandes échelles du temps dans l'évolution de la vie, y incluant les interactions avec des événements géologiques et les grands et importants événements dans l'évolution de la vie animale. Parce qu'il y a une relation entre les événements géologiques et le succès ou la disparition de certaines lignées animales qui vont avoir des implications dans l'évolution de la biodiversité au fil du temps. La vie sur Terre a eu son origine il y a à peu près 3,8 milliards d'années avec les prokaryotes unicellulaires. Les formes de vie multicellulaires ont apparu dans des formes qu'on peut reconnaître de nos jours il y a à peu près 550 millions d'années. Puis, il y a eu un âge des dinosaures, quelque part entre 250 et 65 millions d'années. Et les mammifères ont régné après ça, et ce n'est qu'il y a quelques millions d'années que les humains ont émergé dans l'histoire. Pour l'humanité, notre échelle de temps historique a été un clin d'œil relativement parlant. Il est donc vraiment difficile pour nous d'être capables de nous faire à l'idée de l'ampleur d'échelle de temps et la proportion relative du temps qui est consacrée aux différentes étapes majeures de l'évolution de la vie. Mais cela va être l'un de nos objectifs ici aujourd'hui, d'aborder cela, mais aussi de reconnaître l'interaction entre l'histoire géologique de la Terre et l'évolution de la vie. Donc, si on commence par regarder l'évolution de la vie en milieu terrestre, ce qui est plus ou moins où nous sommes dans notre histoire, nous avons déjà reconnu que les insectes ont été les premiers animaux à émerger des océans quelque part autour de 450 millions d'années, quand la Terre était déjà colonisée par la végétation, et alors ces insectes ont rapidement suivi pour se nourrir de cette vie végétale. Il y a de nombreuses formes de fossiles de plantes se nourrissant par des insectes plusieurs millions d'années avant que les vertébrés ne quittent les océans. Pendant cette période, autour de la période silurienne, les poissons ont évolué dans les océans. Nous savons que l'un des descendants des poissons à nageoires charnues étaient les amphibiens, qui, à quelque part autour de 400 millions d'années, ont émergé des océans pour errer et explorer la terre ferme pendant la période dévonienne. Et ensuite, à la période carbonifère, il y a environ 350 millions d'années, les milieux terrestres étaient dominés par de grandes forêts de fougères et de lycopodes. La Terre était patrouillée par des amphibiens qui promenaient dans ces zones humides. Les écosystèmes de la forêt humide auraient de nombreuses espèces différentes, telles des sortes d'insectes terrestres et volantes à cette époque. Donc, la vie sur Terre était un paradis tropical humide et mouillé, jusqu'à environ la fin de la période carbonifère. Cela a conduit à l'évolution des amphibiens, dont le nom signifie littéralement une double vie. Et leur double vie est celle qui est partagée entre les habitats aquatiques et terrestres. Donc, ce sont les premiers vertébrés à environ 400 millions d'années, pendant la période dévonienne, à explorer les habitats terrestres. Mais ils étaient mal équipés pour passer leur cycle de vie entier sur la terre ferme, en particulier parce qu'ils avaient une peau fine et perméable qui était susceptible à la dessiccation. Et, bien sûr, ni leurs gamètes, c'est-à-dire les spermes ou les œufs,
ni les embryons n'étaient protégés en aucune façon contre la dessiccation. Ainsi, les amphibiens en tant qu'adultes ont dû se limiter eux-mêmes à des environnements humides ou de passer très peu de temps sur la Terre. De temps en temps, ils devaient retourner à l'eau pour maintenir cette humidité dans leur peau et leur corps. Mais aussi, de manière très cruciale pour le cycle de vie, ils devaient retourner à l'eau afin de se reproduire, comme ces grenouilles africaines à griffes aujourd'hui, afin que les gamètes et les embryons survivent, nécessitant l'eau pour les protéger du dessèchement. Donc, c'est le scénario de cette période carbonifère qui doit son nom aux énormes stocks de carbone fossile qui ont été déposés par ces énormes forêts de fougères et de lycopodes, que nous brûlons maintenant comme du charbon. Nous y reviendrons plus tard dans l'histoire, dans le cadre de certaines des implications plus modernes et les répercussions de l'interaction avec cette biodiversité évolutive. Ce que nous savons, c'est que le monde avant environ 300 millions d'années était très humide. Il était très luxuriant. Il avait un écosystème tropical à travers la plupart de la planète, et il y avait des amphibiens qui se promenaient sur la terre ferme, chassant des insectes qui étaient abondants à la fois sur terre et dans l'air. Puis, bien sûr, quelque chose de remarquable s'est produit à environ 250 millions d'années. Et ce fut la dérive des continents, menant à la formation du supercontinent connu sous le nom de Pangée. Nous sachons que les continents, tels que nous les connaissons maintenant, les croûtes terrestres ne sont pas statiques, ou bien ils sont mobiles, en fait, et se déplacent sur la surface de la Terre. Et ils l'ont fait pendant des centaines de millions d'années. Et donc, le positionnement des continents sur la Terre en ce moment n'est en aucun cas ce qu'elle était il y a des centaines de millions d'années, ni la façon dont ils apparaîtront dans des centaines de millions d'années à partir de maintenant, car ils vont continuer à se déplacer. La formation de la Pangée a eu des conséquences dramatiques pour la vie sur la Terre. Environ 80% de toutes les espèces animales se sont éteintes à ce moment-là, dans un laps de temps très rapide, du point de vue de l'évolution. Comment la formation d'un supercontinent conduit à ces extinctions? Eh bien, si vous pensez à mes mains comme des plaques continentales et toutes entre elles comme de l'eau, alors elles se rapprochent. Et l'isthme pourrait fermer la continuité de l'eau entre elles et créer des lacs intérieurs ou des océans intracontinentaux. Comme ces plaques se rapprochaient de plus en plus les unes des autres, cela a causé une disparition de ces océans intracontinentaux, et ainsi une énorme quantité d'extinction dans des espèces aquatiques s'est produite, à cause de la perte de ces habitats qui ont disparu. Une très grande extinction d'espèces terrestres a eu lieu à cause d'un changement massif du climat causé par la formation du supercontinent. Cela a créé des conditions climatiques qui ont conduit à un climat super chaud et sec, avec un manque de plans d'eau intérieurs. C'était un habitat moins qu'idéal pour les amphibiens, qui a exigé tout à fait le contraire. Mais il y avait un groupe de descendants des amphibiens qui étaient déjà préadaptés pour être en mesure de profiter de ces conditions chaudes et sèches sur Terre en raison de leur peau imperméable et écailleuse, et le fait qu'ils n'avaient pas besoin de retourner dans l'eau pour se reproduire. Nous parlons bien sûr des reptiles. Une grande partie du succès des reptiles à la terrestrialité est due à l'évolution de la fécondation interne, de sorte que les gamètes et les embryons seront protégés du dessèchement, ainsi que l'évolution de l'œuf amniotique. Cet œuf à coquille de calcium permet à l'embryon de se développer hors de l'eau sans risque de dessiccation. La coquille est perméable au gaz, ainsi l'embryon peut respirer pendant le développement. Mais elle est imperméable à l'eau et aux vapeurs d'eau, donc le contenu de l'œuf n'est pas susceptible de se dessécher. L'intérieur de l'œuf contient des nutriments pour nourrir l'embryon
pendant sa croissance et son développement. Il y a des sites de dépôt de déchets pour extraire ces déchets toxiques et ne pas nuire à l'embryon pendant son développement. Il y a des chambres d'amortissement remplies de fluide pour le protéger des bosses et des chocs et des changements de température. Et donc, cela permet aux reptiles de vivre complètement sur la terre ferme, sans avoir à retourner dans l'eau pour se reproduire. Donc, à partir de 250 millions d'années, après la formation de la Pangée, nous avons vu l'âge des dinosaures, ou l'ère mésozoïque, qui signifie l'âge de l'animal moyen. Ceci est en contraste avec la période antérieure à 250 millions d'années, l'ère paléozoïque, ou anciens animaux, qui comprend l'évolution de toutes les formes de vie animale, le genre de lignées qui ont donné naissance aux poissons et les premiers vertébrés. Donc maintenant, fermement dans l'ère mésozoïque, l'âge des dinosaures, dans lequel pendant presque 200 millions d'années, la Terre était dominée par de grands reptiles qui couraient partout en mangeant n'importe quel animal ou plante que ces reptiles prédateurs ou herbivores rencontraient. Maintenant, cela a rendu très difficile pour toute autre sorte d'animaux à prospérer. Donc, c'était un âge qui était dominé presque uniquement par les reptiles. Tout autres animaux qui ont existé ont dû le faire avec précaution et de rester hors de la lignée de mire de ces dinosaures pour ne pas devenir leur prochain repas. Un des groupes d'animaux qui a émergé à cette époque était un petit groupe d'animaux à sang chaud, comme ce Morganoucodon, qui étaient nocturnes, très sociaux et vivaient essentiellement dans l'ombre, essayant de rester à l'écart des dinosaures. Nous parlons ici des mammifères, qui sont apparus il y a environ 150 millions d'années. Écologiquement, les mammifères étaient relativement insignifiants à l'époque. Mais les mammifères étaient bien positionnés pour prendre la relève après la disparition des reptiles qui étaient à venir. Cette grande opportunité des mammifères est arrivée il y a environ 65 millions d'années, sous la forme d'un astéroïde qui s'est écrasé sur ce qui est maintenant la péninsule de Yucatan au Mexique. Toute l'Amérique du Nord et du Sud aurait été immédiatement rasée juste en étant dans la zone d'explosion de cet astéroïde. Mais le reste de la planète a été touché aussi. L'impact de cet énorme astéroïde est censé avoir secoué la Terre si sévèrement qu'il y aura eu de l'activité tectonique qui aura créé des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Il y aura eu des nuages de cendres et de poussière projetés dans l'air à des kilomètres de hauteur. Cela aura un effet très proche de celui d'un hiver nucléaire. La Terre aurait été enveloppée dans des cendres et des poussières pendant au moins 5 mois, plongeant toute la planète dans l'obscurité totale. L'atmosphère se serait refroidie aussi, parce que la lumière du Soleil n'aurait pas atteint la surface de la planète pendant toute cette période de temps. Ce que cela signifie, c'est que tous les animaux qui ont eu besoin d'être mobiles et d'utiliser leur vision pour trouver de grandes quantités de nourriture ne seraient pas capables à survivre. Cela signifie que la plupart des dinosaures n'ont pas survécu à cette période de 5 mois d'obscurité et de froid. Seuls les animaux qui étaient capables d'hiberner et de montrer un certain niveau de dormance ont pu survivre. Certains sous-ensembles de dinosaures étaient capables de le faire, y compris les crocodiles et les oiseaux, ces derniers portant des plumes et isolés du froid. Mais parmi ces survivants, il y avait aussi des mammifères. À fourrure et crépusculaire, nocturnes et déjà préadaptés à l'hibernation à cause de leur besoin d'éviter les prédateurs dinosaures. Comme leurs descendants, ce hérisson, ils étaient très bien adaptés à une vie où ils se déplacent dans l'obscurité en cherchant pour des petites quantités de nourriture. Mais aussi, comme beaucoup d'entre nous, lors d'un long week-end,
Ils ont été capables de dormir pendant de longues périodes et juste attendre jusqu'à ce que les conditions deviennent favorables pour qu'ils émergent après que les effets de l'astéroïde étaient passés. Donc, quand la poussière s'est littéralement posée, plusieurs mois après cet événement cataclysmique, la plupart des grands reptiles étaient disparus, et c'est devenu une ère qui était largement dominée par la diversification des mammifères. Donc, nous parlons de l'ère Cénozoïque, étant l'ère moderne, de 65 millions d'années à nos jours. De bien des façons, c'est l'âge des mammifères. Cela est dû à la prolifique diversification qui n'a été rendue possible seulement qu'après ce repère dans l'histoire géologique, où le renouvellement des lignées animales a été assez catastrophique, créant les conditions pour des mammifères à prospérer. Donc, ce que nous voyons, c'est que, à partir de ce point, il y a eu une rapide diversification de nombreuses lignées de mammifères, et encore plus après environ 50 à 45 millions d'années. Une caractéristique clé qui est apparue à l'époque était le développement des écosystèmes de prairies. Elle constituait un habitat très important pour les mammifères de coloniser et de se diversifier aussi également, conduisant à de nombreuses lignées évolutives qui ont été fructueuses du point de vue de la biodiversité. Cela inclut les rongeurs, les marsupiaux, ainsi que les ongulés à sabots, comme les gazelles et les chevaux qui patrouilleraient dans ces nouveaux habitats dans les prairies du monde. Un sous-groupe des mammifères qui est d'une importance particulière pour nous sont les primates arboricoles qui grimpaient dans les forêts tropicales d'Afrique. Ils ont finalement donné naissance à une lignée homodidée de proto-humains il y a 6 à 7 millions d'années. L'évolution des humains à partir d'eux s'est produite à environ 3 millions d'années. Les ancêtres des humains modernes, les australopithèques, ont été forcés de quitter leurs habitats forestiers à cause d'un changement climatique. Cela a été causé par une diminution rapide de la température de la Terre entre environ 3 à 2,5 millions d'années. Cette baisse de la température a provoqué une diminution de la couverture forestière, en particulier en Afrique centrale et à l'Est, où beaucoup de ces espèces d'australopithèques existaient. Alors, les humains ont évolué à partir des primates qui ont été chassés de la forêt. En plus de l'habitat forestier disparaissant sur eux, le nombre des lacs et des rivières ont diminué aussi, forçant ces proto-humains à adopter un mode de vie vertical et nomade sous le soleil chaud équatorial, par opposition à un mode de vie plus sédentaire, arboricole et dans l'ombre fraîche et confortable, avec une richesse de ressources provenant de la forêt. Cela a conduit à l'évolution des humains bipèdes, qui ont perdu leurs poils pour s'adapter à de ne pas se surchauffer dans la savane brûlante. Cette évolution a également inclus le développement de glandes sudoripares pour maintenir la température de notre corps à des bas niveaux, malgré les niveaux élevés d'activité requis pour être un humain. Ces activités impliquaient la chasse coopérative afin d'obtenir des ressources alimentaires pour les groupes sociaux dans lesquels vivaient nos ancêtres. Et donc, la coopération entre les membres du groupe sera très importante dans l'évolution de nos capacités cognitives. Aussi, d'une importance cruciale était le développement de notre capacité à créer des outils qui nous permettra de manipuler et de dominer notre environnement, conduisant à une diminution de susceptibilité aux pressions environnementales, créant ainsi une espèce très prospère qui était capable de coloniser la planète entière. Ensuite,
les choses ont vraiment changé pour nous, les humains, à un moment donné il y a environ 10 000 ans, quand nous sommes devenus vraiment sédentaires et nous avons domestiqué des animaux, comme le bétail, et des plantes, comme le blé. Avec le développement de l'agriculture, les humains sont devenus capables de produire plus de nourriture que ce dont ils avaient besoin. À partir de ce moment dans l'histoire, nous avons été en mesure d'avoir des sociétés stratifiées, avec des individus ayant des emplois spécialisés et l'émergence d'institutions, comme les systèmes politiques et les systèmes économiques et éducatifs. Et bien sûr, ces avances, en conjonction avec notre intelligence et notre capacité à créer de la technologie, ont conduit à notre domination complète et totale de la planète. Comme vous pouvez voir, à partir de tous ces points de lumière faits par des habitations humaines sur la Terre. Notre domination sur la Terre est si intense que l'on dit que nous sommes dans une nouvelle époque en ce moment, connu sous le nom de l'Anthropocène, étant cet âge dominé par les humains où nous avons vraiment un effet prononcé et sans précédent sur la planète elle-même. Donc, si nous pensons à la lignée de temps, c'est vraiment une sorte d'esprit ahurissant de penser que l'origine de la vie sur Terre date d'environ 4 milliards d'années. Les animaux eux-mêmes sont ici depuis à peine 500 à 700 millions d'années. L'espèce humaine n'existe que depuis quelques millions d'années, et les chronologies de l'histoire humaine ne sont que de l'ordre de centaines à peut-être quelques milliers d'années. Ces laps de temps sont en contraste dramatique avec les vastes étendues de temps sur lesquelles l'évolution de toutes ces caractéristiques animales se déroule. Mais, malgré le fait que ce soit une très petite période de temps, nous avons eu un impact dramatique sur l'intégrité et le fonctionnement de la planète. Par exemple, nous avons conduit de nombreuses espèces d'animaux à l'extinction. Plus particulièrement, de nombreuses formes d'insectes et d'amphibiens, à cause de l'utilisation de pesticides toxiques auxquels ces organismes sont très sensibles. Les amphibiens sont sensibles aux produits chimiques toxiques présents dans l'environnement, en partie à cause de leur peau perméable, car ils peuvent facilement absorber ces produits chimiques dans leur tissu. De plus, ils sont semi-aquatiques et se baignent dans des flaques d'eau autour des fermes où les pesticides sont appliqués et s'accumulent. Les insectes sont évidemment les cibles de beaucoup de ces pesticides. Donc, il n'est pas surprenant qu'ils soient affectés par eux. Mais il est également important de noter que la plupart des pesticides utilisés au fil des ans ont un spectre très large des insectes qui sont ciblés, ce qui signifie qu'ils ne sont pas nécessairement spécifiques à un seul groupe d'insectes, et les espèces bénéfiques ont été éliminées en même temps que les espèces nuisibles. De nombreuses pratiques agricoles commerciales ont eu des effets dévastateurs sur les populations naturelles d'insectes, en dehors des zones agricoles où les pesticides ont été appliqués, à cause du lessivage, de la dérive et les effets persistants de ces produits chimiques toxiques dans l'environnement. Une autre caractéristique de l'ingéniosité humaine était l'industrialisation et le travail mécanique alimenté par la combustion, qui, au cours des 2 derniers siècles, a craché des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, causant l'augmentation de la température de la Terre. Le changement climatique qu'il a causé pourrait être le plus grand défi pour l'humanité au cours des prochaines décennies, en raison des effets imprévisibles et sans précédent que nous allons subir. Les changements climatiques prévus n'ont pas été observés dans toute l'histoire de l'évolution humaine, sans parler de ceux enregistrés dans mémoire récente.
L'augmentation du CO2, du méthane et d'autres gaz à effet de serre provoque une augmentation de la température de la Terre et modifie à jamais les modèles climatiques mondiaux. Mais pendant ce temps, nous avons aussi causé des extinctions à cause de nos autres activités. Au cours des 40 à 50 dernières années, presque la moitié des espèces vertébrées dans le monde ont été conduites à l'extinction en raison de l'activité humaine. L'une des principales raisons pour cela est la simple perte d'habitat, le défrichage d'habitats naturels pour l'urbanisme, l'agriculture et d'autres usages humains. Un exemple qui pourra toucher de près de chez nous est de voir certaines images troublantes contemporaines de l'ours polaire, une espèce emblématique de mammifères nordiques qui souffre des effets du changement climatique, qui entraîne la perte d'habitat. Cela les empêche de se nourrir correctement et de maintenir un poids corporel sain. C'est parce que les ours polaires ont besoin de banquises dans les eaux libres pendant le printemps et l'été arctique afin de chasser le phoque, qui sont leur proie principale. Sans ces banquises, ils ne peuvent pas accéder au terrain de chasse aux phoques et ils ont faim. Cela peut éventuellement conduire à l'extinction des ours polaires, car leur environnement change plus vite qu'ils ne peuvent s'adapter. Donc, bien sûr, la conséquence de cela, si nous ne pouvons pas inverser la perte d'habitat, c'est que de nombreuses espèces ne seront pas capables de survivre et continueront à être poussées vers l'extinction à cause de la pression continue des activités humaines. Un autre impact du changement climatique est lorsque les cycles naturels deviennent désynchronisés les uns par rapport aux autres. Les cycles naturels ont évolué pendant des millions d'années pour répondre aux besoins du cycle de vie des animaux. Certains de ces cycles ne sont plus parfaitement synchronisés les uns avec l'autre à cause des changements de l'environnement climatique. Un exemple est celui des oiseaux migrateurs, dont la migration depuis leur site d'hivernement dans le sud, retournant à leurs aires de reproduction de printemps et d'été dans le nord, est largement déclenchée par des changements de la durée du jour ou la photopériode, qui change continuellement au cours de l'année, mais qui est aussi régulière et prévisible d'une année à l'autre. Il ne change pas en raison de la modèle stable de la Terre qui tourne autour du Soleil. Cependant, la source de nourriture qui chronomètre leur arrivée est sous le contrôle de la température, en raison de la chaleur du printemps qui stimule la germinaison des graines, la croissance des plantes et les insectes à développer. Maintenant, ce qui se passe, bien sûr, c'est que les insectes et les plantes se développent plus rapidement et plus tôt à cause du changement climatique. Mais les oiseaux n'arrivent pas nécessairement plus tôt parce que leurs cycles des comportements évolutifs sont adaptés au changement de la photopériode qui ne change pas à cause de le changement climatique. Donc, ce que nous trouvons dans ces nombreux cas que les oiseaux migrateurs arrivent trop tard pour profiter des sources de nourriture dont ils auraient besoin pour compléter leur cycle vital, comme le fait de pouvoir nourrir leur progéniture dans les airs de l'été. Il y a donc beaucoup de raisons de s'inquiéter et de s'énerver dans l'état du monde et de l'environnement. Mais il est important aussi de reconnaître que nous avons encore une opportunité de changer la situation. Pour ce faire, nous devons avoir de l'espoir. Donc, bien qu'il soit important de reconnaître les problèmes, il est également important de reconnaître les endroits et les moyens où nous avons réussi à contrecarrer certains des impacts négatifs des activités humaines que nous avons déjà observés sur l'environnement. Par exemple, la biodiversité. Beaucoup d'entre nous
ont déjà entendu parler du déclin des populations d'abeilles à miel comme un problème en ce qui concerne l'effondrement des colonies et la perte de ces pollinisateurs importants pour l'agriculture commerciale. Cela aura certainement des répercussions importantes sur la production alimentaire humaine, étant donné que environ 35% de notre alimentation est sous contrôle presque direct des insectes pollinisateurs qui fertilisent les fleurs de ces plantes et qui causent la création de la nourriture pour la consommation humaine. Cependant, il a été noté que si nous contrôlons certains des impacts négatifs de l'agriculture, par exemple si nous restaurons les habitats naturels indigènes, réduisons les pesticides et réduisons l'introduction d'espèces exotiques concurrentes non indigènes, comme l'abeille à miel européenne, nous constatons le retour de la biodiversité indigène, qui peut fournir ses services écosystémiques, tels la pollinisation et le contrôle des insectes nuisibles, gratuitement et en harmonie avec les écosystèmes voisins, au lieu de devoir compter sur un processus industrialisé, tel que celui associé avec l'utilisation des abeilles domestiques pour les services de pollinisation dans l'agriculture. Une autre histoire à succès, bien sûr, est l'émergence de toutes les sources d'énergie sans carbone qui sont destinées à devenir la voie de l'avenir et qui nous permettront de briser notre dépendance au pétrole, ainsi que de briser le cycle de la pollution qui conduit au changement climatique. Nous devrons déplacer nos sources d'énergie vers ces alternatives renouvelables. La bonne nouvelle est que ces alternatives existent déjà, qu'elles soient éoliennes, solaires, hydroélectriques ou géothermiques, et qu'ils sont efficaces sur le plan énergétique et qu'elles produisent de l'énergie d'une manière qui est économiquement viable. Mais c'est certain que pour retourner ce navire, on va avoir besoin de beaucoup plus de support du public, mais également plus de support des gouvernements qui vont soutenir les nouvelles industries vertes et arrêter de supporter ces anciennes industries de combustibles fossiles pour nous permettre de prendre un virage vers un avenir plus vert. Cependant, une des plus grandes réussites dans cette histoire, c'est au niveau de la motivation de cette génération actuelle d'étudiants et étudiantes qui prennent la charge pour corriger les erreurs qui ont été causées par ma génération et celles qui ont précédé. C'est vous, les étudiants, suite à aucune faute de votre part, qui ont hérité ce désordre. Mais heureusement, vous êtes la génération la plus intelligente, informée et autonome de toute génération qui est venue avant vous. Moi, je vois ça comme un signe d'espoir, qu'il y a une solution possible et que la solution est dans les meilleures mains possibles. Ce n'est pas une exagération à dire que les actions qu'on va prendre dans les prochaines quelques années vont définir le succès ou l'échec de l'ensemble de l'espèce humaine et le cours de son avenir.